Monsieur l'ambassadeur, merci de m'accorder cet entretien. Le conflit armé le plus long et le plus sanglant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale se déroule actuellement au Congo. 23 ans de conflit armé et, selon certaines statistiques, 10 millions de morts. Vous êtes le représentant aux Nations Unies des organisations internationales de la société civile. C'est un poste d'observation unique et privilégié. Alors, quelle explication le représentant aux Nations Unies des organisations internationales de la société civile avance-t-il pour permettre la compréhension de ce paradoxe irritant et terrible? D'un côté, la longévité de la guerre, et de l'autre, ce que moi j'appellerais une véritable hécatombe humaine, un holocauste et, disons-le carrément, un génocide. Merci d'abord, je dis aux auditeurs qui nous écoutent, je dis bonjour. Et à vous, messieurs les journalistes, je dis aussi merci de m'accorder cette opportunité de parler ou de discuter sur les questions qui nous sont à cœur tous, comme un peuple congolais, tous unis, souffrant de la situation actuelle de notre pays, souffrant du génocide en République démocratique du Congo. Répondre à votre question, c'est un peu difficile. Mais je peux dire ceci. La République démocratique du Congo est un pays qui a souffert pendant longtemps aux yeux des Nations Unies. Je peux d'abord commencer à dire que moi je ne travaille pas aux Nations Unies, je suis représentant des organisations internationales de la société civile aux Nations Unies. C'est-à-dire, moi aussi j'oppose les Nations Unies pour les activités, pour la guerre qui se passe au Congo, génocide qui se passe au Congo et tout ça. Mais je dois d'abord vous avouer que le conflit au Congo, ça n'a pas commencé aujourd'hui comme vous le savez. Ça n'a pas commencé seulement en 1996, mais ça a commencé aussi avant. Et la communauté internationale a toujours eu intérêt en République démocratique du Congo. D'ailleurs, certaines personnes avouent que la mort de Dag Hammarskjöld, un des premiers secrétaires généraux des Nations Unies, est causée par les conflits en République démocratique du Congo. Oui, il est mort en Andola, oui, dans la solution du conflit né de la sécession katangaise. Oui. Il est mort, je crois, en septembre 1962, je crois, ou 63. Oui. Dag Hammarskjöld. C'est le seul secrétaire général des Nations Unies qui meurt d'ailleurs pour essayer de résoudre une crise. D'accord. Et maintenant, quand vous parlez de 10 millions de morts, pour moi, j'estime que c'est 12 millions. Et 3000 personnes sont en train de mourir par jour. Pourquoi les Nations Unies peuvent se permettre de superviser une situation pareille? Au moment où au Rwanda nous parlons de 800 000 morts qui sont morts en 1994 du génocide, que je dirais génocide occasionné par les Rwandais eux-mêmes, mais nous au Congo nous n'occasionnons pas le génocide qui se passe au Congo. Ce n'est pas nous les Congolais qui occasionne ce génocide. Non. Il y a des États qui soutiennent ces tueries en République démocratique du Congo. Entre autres, vous savez vous-même l'implication du Rwanda. Vous savez vous-même l'implication de l'administration de Bill Clinton. Vous comprenez, vous savez vous-même l'implication de l'Angleterre sous Tony Blair et l'Ouganda et les autres. Au même moment, vous savez que ces années, le Rwanda est parmi le premier producteur du coltan. Et il n'y a pas un gramme de coltan dans le sous-sol rwandais. De l'or. Non oui, plus. Non plus. Tout ça.
mais ils sont premiers producteurs. Vous me demandez qu'est-ce que je peux penser, qu'est-ce qui est source de conflit en République Quelle est démocratique? l'explication? Oui. Parlons de terre. Le Rwanda est un petit pays. 26 000 km². Oui. Et ils ont une population d'à peu près 12 millions. Ils ont convaincu certains pays, certaines puissances, qu'ils ont besoin de terres, mais ils veulent prendre ces terres en République démocratique du Congo. Et c'est ainsi qu'on a détruit tout système d'immigration, tout système de démocratie, tout système qui puisse exister pour permettre à ces États-là d'en bénéficier. Mais il faut vous dire que quand on cherche des terres, il y a des populations qui vivent sur ces terres. Il faut savoir que quand on veut des minerais, il y a des propriétaires de ces minerais. Donc facilement cela explique le pourquoi il y a génocide au Congo. Mais ça n'expliquerait pas le pourquoi on n'en parle pas. Ça n'expliquerait pas le pourquoi on traite un Congolais comme un animal. Si deux Blancs mouraient ici, nous sommes à Bruxelles aujourd'hui, on va en parler. 12 millions de morts. Je vous donne l'exemple. La semaine passée, on a tué plus de 50 personnes au Kasaï. Non, à Kisangani. Oui. À Ituri, on a tué plus de 50 personnes. Mais il y a quelqu'un, il y a le soi-disant gouvernement, le chef de ce gouvernement-là va se permettre d'aller en Tanzanie pour couper son gâteau, célébrer son anniversaire avec ses homologues tanzaniens. Dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Alors que ça serait un moment d'exprimer solidarité avec ce peuple qui est en train de mourir chaque jour. Ça devait être un moment pour lui de se rendre à Ituri et réconforter le peuple de l'Ituri. Je vais dire ceci. Les problèmes du Congo, ce qui cause à ce que les gens puissent être en train de tuer ces génocides, c'est l'intérêt de ressources, c'est aussi les terres, mais c'est aussi le pouvoir. Les Congolais entendent pouvoir, les Congolais veulent le pouvoir. Pouvoir entre guillemets. Mais les pays qui utilisent ces quelques Congolais corrompus veulent les terres, veulent de l'or, de matières premières, de tout ça. Donc pour moi, je peux vous dire que les Nations Unies, par exemple la MONUSCO, qui utilise chaque année 2 milliards de dollars. Le Congo n'a que 4 milliards de dollars par an. Plus de 86 millions de Congolais. Leur budget national, c'est 4 milliards. Mais 20 000 personnes de la MONUSCO utilisent 2 milliards par an. Et dans ces 4 milliards budget du Congo, plus de 60% viennent de l'étranger. Un pays puissant comme le nôtre. Un pays avec ses ressources. Et pour moi, la MONUSCO n'a été là que pour garder le status quo. Pour dire que si on a la guerre du RCD, de M23, la MONUSCO n'est là que pour, ou les forces des Nations Unies, ou les forces qui sont là vraiment, c'est pour dire, nous devons être ici pour dire que il y a quand même une zone rouge que quelqu'un ne doit pas franchir. C'est quoi cette zone rouge? Cette zone rouge, c'est la zone là qui permet aux armées étrangères de rester là-bas. Et les Nations Unies ne font que semblant d'être là. Parce que depuis que la MONUSCO est là, il y a des dizaines d'années, il y a des décennies maintenant. 2 décennies, oui. Oui, nous n'avons jamais eu la paix. Les personnes continuent à mourir. Les Nations Unies se contentent de documenter le génocide au Congo en 2010 par le Mapping Report. Ils nous disent que 48 femmes sont violées par heure. Et ça, ce n'est que des cas qui sont mis au public au vu de tout le monde. Mais il y en a plus.
On donne à mon ami le docteur Mukwege un prix Nobel. Et le prix Sakharov aussi. Oui. Tshisekedi Chilombo nous dit qu'il va au Rwanda normaliser les relations. Mais on oublie la victime. Où est la victime dans tout ça? Ou est-ce que ces 12 millions n'ont pas de famille? Donc pour moi, répondre à votre question, ce n'est pas très direct, mais je peux vous dire que les intérêts sont multiples, mais la communauté internationale, moi j'ai souligné ceci à la communauté internationale, je l'ai dit à l'Union européenne, je l'ai dit aux Nations Unies et tout ça, si vous voulez l'intérêt du Congo, au Congo, la personne congolaise doit être au centre. Primo, nous devons reconnaître le génocide des Congolais contre le peuple congolais. Et identifier les génocidaires. Oui, reconnaître le génocide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les victimes. Nous devons savoir qui est victime, et qui est nous coupable. Devons savoir qui est coupable, nous devons réparer. Nous devons faire réparation aux victimes. Nous devons rendre justice. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à penser de la réconciliation. Mais on ne peut pas parler de réconciliation comme ça dans le vide. Au Rwanda, on dit que les Interahamwe, avec Kagame, ont tué plus de 800 ou à peu près 800 000 Rwandais. Est-ce que Kagame, même s'il y a participé, a-t-il pardonné aux Interahamwe ou aux Hutus qui ont été impliqués? Ont-ils oublié qu'ils ont eu 800 000 morts au Rwanda en 1994? Le nôtre est toujours frais. Nous sommes en train de le vivre. Je viens de vous donner l'exemple de 100 cas de morts en Ituri et à Kisangani la semaine passée. Donc, nous vivons cette brutalité aujourd'hui. Donc, pour moi, pour votre question, vraiment, il y a l'intérêt que la communauté internationale attache au Congo, mais ils ne savent pas comment ils ne savent pas comment récupérer cet intérêt et permettre aux Congolais même d'être le maître de leur destinée. C'est à ce moment-là que lorsqu'on laissera les Congolais être maîtres de son propre destinée, c'est à ce moment-là que la communauté internationale comprendra et saura comment travailler avec le peuple congolais. Mais ce génocide n'est pas prêt à prendre fin. Ça continue et ça va continuer. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lueur. Monsieur Frédéric Ouagabo Mwenegabo, il y a un grand paradoxe. Le rôle que joue le Rwanda au Congo, vous en avez parlé. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Le Congo, c'est 2 345 000 km². Comment expliquer qu'une sardine avale une baleine? Qu'est-ce qui se trouve derrière le Rwanda, qui est dépourvu de richesses minières et qui aujourd'hui occupe le Congo, perpètre un génocide sur le Congo et devient exportateur de la plupart des minerais qui sont produits au Congo? Le Rwanda, à lui tout seul, ne peut pas devenir le maître du Congo vu sa toute petite taille. Qui est derrière le Rwanda? Oui, votre question est double. Comment un petit fretin peut avaler une baleine? D'abord, le premier problème, c'est nous. Nous devons un peu nous blâmer. Parce que les Congolais, d'abord, certains de nous, on aime le pouvoir. À n'importe quel prix. Oui, on n'est pas homme d'État. On n'est pas homme d'État. On est très naïf. On n'a pas d'objectif. Autres nations, comme les Juifs, ils se décident, ils vont faire ceci et ils le font ensemble. Donc, pour nous, les Rwandais ne nous a pas avalés. Ils ont avalé quelques politiciens. Ils ont avalé quelques voleurs corrompus. Par exemple, je ne suis pas avalé et je suis très sûr que vous n'êtes pas avalé. Parce que si vous étiez avalé, vous n'allez pas être là-bas. Non.
Mais en attendant, dans les FARDC, il y a, semble-t-il, plus de 2000 officiers tutsis rwandais. Oui, oui. C'est ça que j'appelle l'occupation militaire, et donc c'est le fait d'avaler le Congo, notamment le contrôle de l'armée. Les 2000 tutsis rwandais là qui sont dans l'armée ne posent pas un grand danger. Les Congolais là, qui leur donnent un chemin, qui leur... vous savez, les béquilles, ça aide une personne avec handicap de marcher. Ce sont ces béquilles-là qui sont notre propre problème. Vous savez, si vous voyez Joseph Kabila, il n'a pas travaillé seul. Il s'est choisi quelques corrompus et puis il les a montré un pouvoir qui n'existait pas. Et après tout, ça lui a permis de mettre son armée en place et en marche, l'armée du Rwanda, de grands officiers comme vous le dites. Ça se passe même aujourd'hui. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Rien n'a changé aujourd'hui. C'est la même chose. Nous observons au même scénario. Regarde un peu avec l'IDPS. Les militants de l'IDPS sont dans la rue. Ils sont en train de mourir chaque jour. Mais ils ne meurent pas pour l'occupation, ils meurent pour le pouvoir, pour le partage du pouvoir. Non. Je n'ai jamais vu une manifestation de l'UDPS dénonçant l'occupation du pouvoir. Non. C'est ces gens-là, ces militants-là, ils sont victimes. Ils sont victimes parce qu'ils ont longtemps souffert. Vous savez, quand un bourreau veut vous garder, il vous garde dans la pauvreté pour qu'il vous contrôle. Oui. Parce que si vous avez accès à l'économie, à l'argent, vous avez accès au civisme, ça vous rend un homme libre. Maintenant, on a gardé ces militants de l'IDPS, quelques militants, parce qu'il y a d'autres qui se sont déjà désassociés d'eux. Quand on leur montre qu'ils vont voir Jérusalem, terre promise, ils sont là, ils se mobilisent pour dire que nous allons défendre l'intérêt du peuple. Pour eux, ils meurent et ils croient qu'ils sont vraiment morts en martyrs. Mais les gens là qui les contrôlent au sommet, c'est ça le problème. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que nous ne pouvons pas recycler les mêmes problèmes et penser que nous aurons des solutions différentes. Non. Donc pour moi, je demande à la jeunesse, qu'il soit de l'IDPS, qu'il soit d'où, qu'il soit de n'importe quel parti politique, qu'on se mobilise ensemble pour le changement du pays. Et on doit recycler les anciennes, l'ancienne classe politique qui est là pendant 100 ans, mais qui ne change rien. Vous parlez d'un petit fretin avalé la baleine. Regarde, quelqu'un qui a tué les gens, par exemple, au Kasaï ou ailleurs, il est nommé chef directeur de GECAMIN ou directeur du bureau de transport et tout ça. Et même gouverneur de la ville de Kinshasa. Oui. Comme Gentili. Oui. Gobila. Oui. Vous allez me dire que qui avale qui? Mais votre question voulait dire pourquoi, qui est derrière les Rwandais. Parce que le fretin ne peut pas avaler une baleine, ça c'est clair. Je vais d'abord... Chez nous on dit qu'un poussin ne peut pas remplir une marmite si sa mère ne se trouve pas en dessous. Qui se trouve en dessous du poussin rwandais qui remplit la marmite congolaise? C'est qui? Ne me dites pas que c'est la communauté internationale parce que pour moi elle n'existe pas. Il doit y avoir. Il y avait d'abord les États-Unis. Oui. Au début j'ai cité Bill Clinton. Oui. Il y a la famille Buffett, il y a les Clinton et il y a d'autres qui sont là, qui soutiennent le Rwanda. Mais je dis que nous-mêmes aussi comme peuple, quand un esclave ne combat pas pour sa liberté ou combat mal pour sa liberté, il n'est plus victime. Il devient aussi complice. Ok?
Donc, je vais dire que nous connaissons d'où viennent tous ces mots. Et je vais dire que nous devons maintenant dire que nous sommes les baleines, et nous devons demander à ces petits frétins-là de s'écarter. Ou nous allons les écarter de force. Nous ne devons pas attendre notre liberté des États-Unis d'Amérique. Ça n'arrivera jamais. On ne peut pas non plus attendre nos libertés du Rwanda. Ça n'arrivera jamais. Parce que c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est le sang de notre peuple. Si nous attendons qu'ils viennent nous libérer, nous allons encore rester pendant 400 ans. Donc, pour répondre à votre question, le Rwanda ne peut pas s'aventurer à aller au Congo. Il y a cette force-là. Même les Nations Unies, c'est utilisé comme un prétexte. Quand on dit la MONUSCO est au Congo, mais à Beni, par exemple, à 2 kilomètres, on dit la population de Beni, alors que nous avons plus de 400 militaires officiers de la MONUSCO. Mais à Kibumba, les militaires, les soldats, les casques bleus ont partagé les mêmes baraquements, les mêmes bureaux que le M23 à Kibumba. Mais voilà. Donc, moi je pense qu'il y a là une sorte de complicité incompréhensible. Et pour en finir avec le M23, il m'a failli aller en grève de faim. Je pense que vous en avez lu un document du gouvernement du Canada qui parlait de tout ça. Comment le gouvernement du Canada a intervenu, comment ils ont persuadé les États-Unis, la France et tout le monde. Et sans un coup d'arme dans la ville de Goma, M23 est disparu comme ça. Je fais 48 jours de grève de faim. J'ai failli mourir. Je me suis évanoui à la 38e jour. Le monde en est témoin. C'est pour vous dire que nous devons nous mettre là pour travailler, pour dire non, c'est non. Quand nous disons non au Rwanda, c'est non. Quand nous disons non aux États-Unis, c'est non. Mais ces États-Unis, par exemple le président Trump, à qui j'ai beaucoup de respect, il a toujours dit qu'une relation c'est gagnant-gagnant. Le président Trump n'a rien à gagner du Rwanda. Il n'y a rien. Mais c'est à nous. Mais on nous a triqués. Le peuple rwandais nous a triqués. Le gouvernement rwandais nous a triqués. En amenant un gouvernement, en apportant un gouvernement au pouvoir qui peut être vu comme un gouvernement congolais, mais au juste, ce n'est pas un gouvernement congolais. Je peux vous donner à titre d'exemple. Célébration génocide en avril. C'était la première sortie de notre président. Il est allé au Rwanda commémorer les 800 000 morts au Rwanda en 1994. Alors qu'il y en a 12 millions maintenant. Au Congo, il y a 12 millions. Posez-vous une question. Pourquoi il n'a jamais même mentionné qu'il y a eu génocide au Congo? Qu'il y a 12 millions de morts au Congo. Pourquoi il doit se rendre là-bas? Ça, c'est pour vous dire que la chose est grave. Deuxième scénario. A-t-il consulté les Congolais avant d'y aller? Même Kagame est venu, on l'a applaudi à Kinshasa. On l'a applaudi. On l'a applaudi. Mais qui ont applaudi? Entre guillemets. Ça, ce sont des cicatrices. Ça, ce sont deux plaies. Ça, c'est un traumatisme que je ne peux pas commencer à décrire, qu'on est en train de pousser sur les victimes encore. Donc, je vais dire que rien ne change. Je vais dire aussi que si le petit fretin veut avaler la baleine, nous devons dire non. Nous-mêmes, comme peuple congolais, c'est à nous de nous mobiliser comme un seul homme. Nous n'attendrons jamais cette liberté du Rwanda. Nous n'attendrons jamais cette liberté des bourreaux qui ont été toujours au pouvoir à Kinshasa, qui veulent toujours nous garder ainsi. Un homme a dit il y a quelques semaines que le Congo
était comme un bus qui avait des chauffeurs. Vous comprenez? Oui. Mais pour moi, le Congo est un bus qui n'a pas de chauffeur. Ils n'ont qu'une classe des intendants là qui travaillent dans le bus, mais le chauffeur n'est pas là. Le chauffeur n'est pas là. Tout à l'heure, vous parliez du Rwanda. Est-ce que la tragédie congolaise n'est pas en fait d'origine ethnique? Est-ce que ce n'est pas fondamentalement un conflit qui oppose, comme jadis au Rwanda, les Tutsis et les Hutus? Maintenant, c'est le même conflit, mais au Congo, et ce conflit oppose les Bantous et les Tutsis. Est-ce que ce n'est pas, il n'y a pas un problème de sémantique? Parce que les gens parlent du Rwanda. Mais fondamentalement, est-ce que ce n'est pas en fait un conflit de type ethnique entre les Bantous et les Tutsis? À mon avis, non. Les Congolais n'ont jamais attaqué les Tutsis. Oui, mais ça dit les Tutsis nous attaquent, je veux dire, ça se passe au Congo. Oui, si ils nous attaquaient et nous aussi nous réciproquons, oui, nous faisons le réciproque, ça serait d'origine ethnique. Dis-moi, dans quel pays du monde tu peux tuer 12 millions, on connaît que c'est toi qui as tué, mais le peuple vit toujours avec toi. On n'attaque même pas, on t'attaque même pas dans ta maison, on ne met pas ta maison à feu, même dans des frontières entre le Congo et le Rwanda, les Congolais n'entrent pas là pour les inquiéter. C'est pour vous dire que ce n'est pas d'origine ethnique. Ça peut être une haine contre les Congolais. Parce que nous, on n'a jamais fait la réciprocité. Mais c'est pas de réciprocité, c'est parce que nous ne sommes pas conscients. C'est parce que nous sommes autrement, ils vont exterminer les Congolais. Et c'est ce que je disais à un dirigeant Tutsi en disant, je ne connais pas un peuple aussi bête que les Congolais. Nous les massacrons, nous les tuons. Et notre président arrive au stade des martyrs, on l'applaudit comme un héros. C'est parce que les Congolais n'ont pas cette conscience peut-être. Non. Quels sont les gens qui ont applaudi? Au stade des martyrs? Non. Les gens qui ont applaudi sont les gens qu'on a payé de l'argent. Les gens qui ne comprennent rien. Justement. Amène Kagame à l'Est, là où ils ont fait ces cacophonies, ces catastrophes, cette désolation, et voir s'il sera applaudi. Pourquoi il ne va pas à Ituri ou à Beni pour qu'il soit applaudi? On ne peut pas. On ne peut pas l'applaudir. Les gens qui l'ont applaudi, c'est un coup qu'ils ont organisé. Parce qu'applaudir Kagame, ce n'est pas de catastrophe plus que organiser les élections, soi-disant élections qu'ils ont organisées. Ce n'est pas aussi plus compliqué que faire ce qu'ils sont en train de faire, le Parlement, FCC, IDPS, CACH, tout ça. Quelle est la solution finalement? Vraisemblablement pas politique ni pacifique, puisqu'on a organisé 3 élections présidentielles qui n'ont rien donné. Pour vous, monsieur l'ambassadeur, quelle est la solution pour en finir avec cette crise congolaise? La solution, vous et moi, la jeunesse congolaise, les Congolais qui souffrent, doivent être la première solution. Ils doivent être au centre de toute solution. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, le génocide, ce n'est pas seulement qu'on tire sur nous, qu'on viole nos mamans, qu'on tue nos enfants dans la rue. Ce n'est pas seulement ça. Ils ont tué, par exemple, on n'a pas de soins de santé. Vous trouverez que dans une ville, c'est facile de voir 3000 morts par jour dans des hôpitaux. La police n'est pas payée. Vous pouvez voir une police qui est comme une milice, qui tue les gens chaque jour. Il y a des taxes un peu partout. Les policiers beaucoup d'entre eux sont devenus des voleurs à main armée. Vous voyez des militaires qui ne sont pas payés. Tous les jours, ils sont des voleurs à main armée. Chacun essaie de se faire payer les taxes par tous les moyens et partout où il veut. Parce qu'ils ont tué tout le système. Même l'éducation. Je vous donne même l'exemple de l'église catholique, qui est à l'université catholique par exemple. À l'université des catholiques, par exemple à Bukavu, vous n'avez pas 1500 $ à payer pour votre enfant chaque année. Votre enfant ne va pas être à l'école.
ne va pas avoir accès à l'université. À Kinshasa, c'est plus à cause du coût de la vie. Tout ça, on nous abrutit, nous ne pouvons plus avoir accès à l'éducation, à part tuer nos systèmes, à part nous permettre de mourir chaque jour. On nous abrutit aussi pour que demain nous soyons sans avenir. Les mêmes enfants des bourreaux qui sont au pouvoir, qui vont aller étudier en Europe et partout, sont les gens qui vont émerger. Donc le génocide est dans tous les sens. Maintenant, la solution est pour nous de comprendre que nous sommes les victimes, mais nous devons aussi comprendre que nous n'allons pas attendre que le bourreau puisse venir nous libérer. Parce que si vous regardez dans le passé, on parle de Mobutu, on parle de Bemba, on parle de Kabila, on parle des mêmes personnes. Mungulu Diaka, notre gouverneur du Kasaï, notre ancien gouverneur du Kasaï, c'est qui là? C'est Tchungwa Kumanza, Katanga. Vous parlez de Tchungwa Kumanza qui a tué les gens. Et aujourd'hui, c'est la même personne qu'on recycle pour lui donner un grand pouvoir d'ailleurs, au lieu d'être en prison. Kabila est aux affaires, je ne sais pas qui est aux affaires. Donc, les gens qui devaient être en prison, ce sont les gens qui gardent pouvoir. Nous recyclons les mêmes problèmes, nous attendons des solutions différentes. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'en fait le pays est occupé? Le pays est occupé. Le pays a été occupé depuis longtemps maintenant. Maintenant, nous devons faire éveil de la population. Alors, quel rôle devrait jouer, quel rôle finalement dans cette occupation joue Tshilombo? Est-ce que c'est un président réel ou bien c'est un simple paravent, une sorte de bouclier pour protéger l'occupation? Mais vous l'avez dit, c'est simplement ça. C'est simplement ça. Vous êtes en train de le voir. Nous les vivons. Depuis quand quelqu'un qui n'a pas réussi les élections devient président? Et depuis quand il doit y avoir un entendement, un contrat entre un président sortant et un président entrant? Si vraiment il y a eu élection, on l'appelle mariage. Est-ce qu'ils ont avorté? Est-ce que la femme qui a été mariée est enceinte? Est-ce que la femme mariée est enceinte? On ne sait pas. Est-ce que l'enfant... Ça fait déjà presque 6 mois. Ils n'ont pas un gouvernement. Ils n'ont pas un gouvernement. Alors, pour vous parler de Tshilombo, moi je parle d'un mariage parmi un couple de 2 hommes qui se sont mariés. En Europe, ils ont un terme pour ça. Oui. Mais je ne parle pas d'un président de la République parce que vraiment je ne reconnais pas ça. Et pourquoi je ne reconnais pas ça? Quand ils ont fait élection, il y avait un président qui était déjà au pouvoir au-delà de son mandat 2 ans. C'est-à-dire il a violé la Constitution. Constitutionnellement, il n'était plus un président. Il fallait un référendum populaire pour réorganiser une commission électorale et pour créer un cours constitutionnel capable de pouvoir gérer les affaires de l'État. Maintenant, s'ils ont fait cette élection sur ces bases-là qui ne sont pas fondées, constitutionnellement ni logiquement fondées, est-ce qu'il faut vraiment appeler ça élection? Non. Et alors, il faut dire que le Congo a un président? Pour moi, non. Pour les autres, pour vous peut-être oui, mais pour moi, je ne pense pas. Donc, je pense que Kabila est toujours au pouvoir. Il a fait un coup d'État et il est toujours là. Tous ces autres perroquets, tout ça, comme les caméras, ils ont été des gens qui ont toujours été là et qui sont utilisés pour anéantir l'opposition, pour diviser, pour créer des situations et tout ça. Par exemple, en 2002, Vital Kamerhe nous dit qu'il quitte le Sénat parce que Joseph Kabila a amené des militaires rwandais pour occuper le Congo sans l'apport du Sénat. Mais
Ces mêmes Khmers aujourd'hui, ils ont fait entrer des militaires rwandais au Congo, sans l'apport du Sénat, sans le soutien du Parlement, sans même l'information ni au Sénat ni au Parlement. Bon, écoutez, les élections ont échoué à ramener la paix. Donc, il n'y a apparemment pas de solution politique. Pour vous, est-ce qu'il y a une solution? La solution, c'est vous et moi et notre jeunesse. C'est-à-dire Je quoi? suis ici pour dire que nous devons nous mobiliser. Non, non, pas militaire. Pas militaire, pacifique. Je demande à tous les jeunes de pouvoir se mobiliser parce que c'est leur futur qui n'est pas garanti. C'est le futur de leurs enfants qui n'est pas garanti. Je demande à toute la jeunesse congolaise, sans compter leur genre, parti politique, croyances religieuses, je leur demande tous à se mobiliser pour le bien de la nation. Mais c'est là où vous venez, vous comme médias. Vous devez aussi nous aider à au moins quelques 5 minutes que vous avez un programme à la radio ou à la télévision ou partout, nous aider aussi à enseigner cette jeunesse. Nous aider à leur apprendre une nation c'est quoi, être patriote c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie être citoyen d'un pays. Par exemple ici en Belgique, vous ne pouvez pas comploter contre l'État belge et un jeune belge connaît sans pouvoir intervenir. Il n'y a qu'au Congo parce qu'on nous a colonisés par la pauvreté, la tyrannie, qu'un jeune peut dire que si quelqu'un venait de mes côtés, il me donne un peu de dollars, mais il va tuer mon village, je vais dire oui parce que je me suis retrouvé. Ils utilisent le verbe retrouver. Vous comprenez? Nous devons leur montrer que ce n'est plus ça. Nous devons changer notre mentalité et nous devons savoir comment combattre l'ennemi. Mais vous allez nous aider à comprendre qui est l'ennemi du peuple congolais, qui est l'ami du peuple congolais. Moi, je ne suis pas contre qu'on fasse des relations avec les Rwandais. Mais ce n'est pas de cette façon à se moquer du peuple congolais. Ce n'est pas de cette façon, en fonçant encore un autre couteau dans le cœur de victimes, qu'on doit faire une paix. Donc on prend soin du Rwanda plus qu'on prend soin du Congo. Car les Rwandais, qu'est-ce que le Rwanda peut donner au Congo? Quoi? À part nous tuer par des armes. Depuis que Chilombo va là-bas, avons-nous eu déjà la paix? Il est déjà allé 2 fois. Sa femme est allée 1 fois. Khmer est allé 3 fois. Avons-nous eu la paix? Et il semble que son épouse, Denis Nyakeru, va adopter 200 orphelins qu'elle va ramener au Congo, qu'elle va éduquer, qu'elle va soigner, alors qu'il y a des milliers, des centaines de milliers d'orphelins au Congo. Elle aurait pu les prendre. Finalement, ce régime travaille pour qui? D'ailleurs, des milliers d'orphelins ici causés par les Rwandais. Exact. Donc, si cette information s'avère correcte, mais de toutes les façons, tout ce qui est en train de se passer, c'est une trahison. C'est une haute trahison. Donc, mais si ça s'avérait encore correct, cette information, je pense que je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Vous-même, je vous laisse ça aux journalistes de qualifier ça, mais c'est très difficile et compliqué pour le peuple congolais. Et ceci, ça renforce mon message que nous devons nous défendre nous-mêmes, que nous devons être les capitaines de notre propre destinée. Est-ce qu'il y a un risque de balkanisation pour le Congo, que le Congo soit démantelé comme le Soudan et que le Congo disparaisse? Est-ce qu'il y a un risque de ça a toujours été là. La fois passée, la KM23, pourquoi je suis allé en grève de faim? J'avais des informations, preuves à l'appui, qu'on voulait balkaniser l'Est du Congo. Et Arman Cohen est à Paris à Al Jazeera, à la CNN, l'ancien ambassadeur américain. Je ne sais pas pourquoi il s'implique dans les affaires du Congo alors qu'il est déjà vieux. Oui. Il n'a qu'à se reposer ou parler de l'Amérique, de Trump, et Bill Clinton et tous les autres. Il a dit qu'il faut créer un marché commun entre le Rwanda et le Congo et que le Rwanda avait une grande population qu'il fallait qu'il se déplace au Congo. Quel raisonnement déplacé!
si moi je pouvais demander, moi j'en discute toujours avec quelques leaders américains. Est-ce qu'on peut demander à l'Amérique aussi de prendre tous les gens de Venezuela, Guatemala et tout ça? Vous prenez une place ici aux États-Unis, nous vous donnons une région. Est-ce que ça peut... Quelqu'un qui dit ça va sonner comme un fou. Nous avons mené une enquête. Il y a dans le monde, je crois, 23 États dont la superficie est égale ou inférieure à celle du Rwanda. La superficie est égale ou inférieure à celle du Rwanda. Et donc, si tout le monde raisonnait comme les Rwandais en disant nous sommes un petit pays, donc nous avons besoin de l'espace, donc la principauté de Monaco, par exemple, ou bien Andorre, ou bien le Vatican, irait prendre des terres en France, par exemple. L'argument selon lequel le Rwanda est petit, le Congo est vaste, et donc que le Congo doit donner des terres aux Rwandais, ne tient pas. Donc, pourtant, c'est l'un des arguments qui est utilisé concernant la densité démographique. Ouais. Oui, cet argument ne tient pas debout et je pense que c'est à nous, peuple congolais, de pouvoir nous mobiliser pour dire que trop c'est trop et nous y allons. Donc on ne peut plus compter sur les autres pays. Il y a des peuples amis, il y a d'autres pays amis qui peuvent aussi nous soutenir. Le cas des États-Unis est connu pour avoir combattu pour leur révolution. Ils sont impliqués dans ce qui se passe au Congo parce que nous n'avons pas encore eu des leaders qui sont vraiment conscients du bien-être de la personne congolaise. L'Amérique se demande, par exemple, ils sont en train de voir la cacophonie qui se passe au Congo. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se demandent, est-ce que ça c'est un peuple qui comprend ou pas? Mais nous-mêmes, par exemple, l'exemple du Soudan en est très touchant. Les Soudanais viennent de se mobiliser contre le régime fortement militaire plus que le Congo. Et ils ont gagné, même si aujourd'hui il y a des choses qui changent, c'est grâce à ces Soudanais. Mais les militaires commencent à comprendre que ces peuples, ils sont capables eux-mêmes de changer notre pays comme ils le veulent. Et c'est à nous maintenant, le peuple congolais. Nous n'avons rien à perdre. Tout est à gagner pour nous. Nous devons faire un soulèvement populaire. Quand je parle de révolution, je parle de révolution pacifique. Hommes, femmes, même les militaires là souffrent. Moi j'ai des contacts avec certains généraux, avec les policiers et tout ça. Et quand vous n'êtes pas dans ces camps-là de pro-Kabila, pro-Rwanda, pro tout ça, vous n'avez rien en place. Votre salaire est toujours de 200 000 francs ou 100 $. Donc, pour vous, la seule solution, c'est de prendre votre milice, aller harceler, agresser la population. Donc, les militaires congolais n'ont rien à perdre à se joindre à ces citoyens, à ces jeunes Congolais qui veulent la paix, parce que c'est pour eux aussi, c'est pour ces militaires cette paix, c'est pour leurs enfants. Les policiers congolais n'ont rien à perdre s'ils doivent joindre cette démarche pacifique, cette révolution pacifique. Parce que cette révolution pacifique, ça va être dans la rue. On n'a pas d'armée. L'armée rwandaise est pour Tshisekedi. L'armée burundaise est pour Tshisekedi. L'armée ougandaise est pour eux. Maintenant, nous n'avons qu'une seule chose. Et ça va, notre armée, c'est la non-violence. Notre armée, c'est la population. Notre armée, c'est les victimes. Et aujourd'hui, je demande à tous les jeunes de pouvoir bien se mobiliser pour que nous puissions défendre cette nation. Je demande aux personnes de toutes les tribus du Congo, aux personnes de toutes couleurs, religions et tout ça, de pouvoir savoir que nous n'avons qu'une seule mère, notre mère patrie. Et si vous perdez votre mère, vous restez orphelin jusqu'à vie, jusqu'à ce que vous aussi, vous mouriez. Nous devons conserver notre mère qui est la République démocratique du Congo. Le changement, c'est maintenant. Moi, aujourd'hui, par exemple, je travaille. Je suis le président, par exemple, de la coopération internationale de l'Atlantique. Mais dis-moi, mes enfants vont vivre où? Leur terre, c'est où? Leur mère patrie, c'est qui? C'est la République démocratique du Congo. Quel que soit tout ce que je peux avoir, je peux voir
Quelles que soient les personnes, je peux connaître leur influence. Je n'ai rien sans avoir le Congo pour nous. Et c'est pour ces enfants que nous devons combattre. C'est pour nous aussi parce que nous devons être sur notre terre. Nous ne voulons pas que chaque mois nous avons de déplacés de guerre qui vont en Ouganda, qui vont je ne sais où, qui vont au centre république parce qu'il y a une guerre au Congo. Nous voulons que les 4 coins, les 4 murs du Congo soient protégés. Mais c'est ainsi, vous ne pouvez pas protéger un terrain qui est occupé. Vous devez d'abord chasser les occupants. Quel serait le prix à payer pour cette libération, pour chasser l'occupant? Quel prix on a déjà payé en n'ayant pas chassé l'occupant? Depuis qu'on a tué Lumumba, qu'est-ce que le Congolais n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas payé? 12 millions. Apparemment, c'est pas assez. Ce n'est pas passé. Si mon enfant a été violé, chaque jour que je vois cet enfant, c'est toujours dans moi. Je suis traumatisé. L'enfant est plus traumatisé que moi, mais je suis aussi traumatisé comme elle. Il n'y aura jamais la réparation. Quand on fait réparation, quand on fait justice, ça ne répare. Ça peut réparer votre plaie, mais pas la cicatrice. Vous comprenez? Oui. Il n'y aura jamais quelque chose qui paiera les Congolais. Jamais. Mais au moins dans l'esprit, comme dans un esprit de fraternité, régionalisme, si nous adoptons à ces processus de redevabilité, justice, réparation de victimes et consolidation de la paix, puis collaboration, puis réconciliation, création de la paix, ça peut être bien, mais il faut vraiment des mesures palpables pour faire ça. Ce que Tshilombo est en train de faire là, c'est aussi un autre génocide. Aller au Rwanda, c'est pour nous dire que les 12 millions ne signifient rien pour moi. Les 12 millions qui sont morts, ils ne sont pas mieux que ce pouvoir qu'on vient de me donner. Quand Kagame est allé à Kinshasa, le message était que vous ne comptez pas. La nation congolaise ne compte pas, c'est mon papa qui compte d'abord. C'est mon papa qui compte d'abord. Et je ne crois pas que Tshisekedi donnerait ce message s'il était encore vivant. Il ne dirait pas qu'il compte plus que la nation congolaise. Même s'il a aussi ses failles, il a sa force, mais il ne dirait pas que la nation congolaise ne compte pas pour moi. Mais c'est ça le message que nous sommes en train de recevoir. Mais nous recevons ce message, on le savait déjà, parce qu'il n'y a pas eu élection, il n'y a rien. C'est le même pouvoir qui continue. Vous voyez Tshilombo, il n'y est pour rien. Il a seulement été utilisé comme si j'étais un homme mauvais. Je peux être utilisé aujourd'hui, on me dit nous te donnons le pouvoir, mais tais-toi. Si je suis un homme mauvais, je n'ai pas l'esprit là de nationalisme, je ne comprends pas pourquoi nous devons soutenir un peuple comme le nôtre. Je vais dire oui. Et quand je dis ce oui là, je suis un naïf. Mais le grand problème est de capturer toute une grande partie du peuple qui vont venir avec toi. Tu vas dans le gouffre et tu t'enchaînes avec eux dans le gouffre. Et ils sont en train de danser que c'est bon, c'est bon. Dernière question, pour vous, au Congo, tout est à refaire. Je dis ceci, on ne peut pas recycler le même problème pour avoir une solution différente. Non. Garder Kamere au pouvoir, garder Kabila au pouvoir, garder Tshungwa Kumanza au pouvoir, garder je ne sais pas qui au pouvoir, tous Robert au pouvoir, tous ces gens-là, ce sont le même problème que nous avons et nous devons utiliser la novation du XXIe siècle pour changer. Ce n'est pas en les recyclant que nous allons changer. Ce n'est plus ces gens ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont les armes. Comment nous allons pouvoir les chasser? Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont le pouvoir des armes. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir.
Ils n'ont pas ces armes-là. Et si le peuple se révolte aujourd'hui, ils vont courir comme des chiens. Je vous l'ai dit, ils vont courir comme des chiens. Maintenant, pour moi, la seule solution, c'est notre peuple. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. On ne peut... Regarde, les Soudanais n'avaient pas d'armes, les Algériens n'en avaient pas. L'Égypte est un cas plus précis. Là où le président Obama avait dit que non, le président égyptien c'est notre collaborateur, on ne peut pas chasser ces messieurs du pouvoir et tout ça. Et le peuple lui a dit, ce n'est pas toi, président Obama, qui parle, nous parlons. Ils ont fait 2 mois dans la rue, le Messie est parti. Est-ce que les Congolais sont capables de tenir 2 mois? Ils sont capables. Nous n'avons pas... Moi, je vous ai dit qu'il y a un monsieur qui a dit que le Congo avait été un bis avec des chauffeurs. Oui. Mais moi, j'ai dit que le Congo n'avait pas un chauffeur. C'est une voiture qui veut rouler à tombeau ouvert sans chauffeur. Nous devons nous dire que nous pouvons conduire ce bis-là. Vous, personnellement, vous êtes prêt à le conduire? Quand j'ai fait 48 jours de grève de faim, j'ai failli mourir. C'est ma vie que je donne. Tout ce qui est là pour le Congo, tout ce que demande, les sacrifices que demande le Congo, je vais l'offrir. Vous allez l'offrir. Et nous voulons donner aussi espoir aux jeunes Congolais. Je ne veux plus que ces jeunes puissent en train de se dire que non, les leaders du Congo ne peuvent venir que de la famille Bemba, que de la famille Kamere, Kamitatu, je ne sais pas qui connaît la famille de Joseph ici, de Alain ici et tout ça, de Kwebe ici. Non, on ne veut plus ça. Nous voulons donner cet espoir de rêver à la jeunesse. Nous voulons leur dire que vous savez, vous êtes ces changements-là que nous rêvons. Nous allons vous inspirer, vous montrer les exemples, vous enseigner avec les exemples et vous dire que nous pouvons vous tenir les mains et mettre à main, nous y allons. Mais c'est vous qui devez diriger. Ne me parlez pas de Bemba. Bemba qui a aussi tué. Bemba qui est aussi avec l'Ouganda. Pourquoi un jeune ne peut pas émerger aujourd'hui et diriger la République démocratique du Congo? Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui nous conduit. Nous avons tout un peuple, nous avons des grandes têtes comme vous là-bas. Et les autres. Mais c'est question de nous dire que nous sommes capables de diriger notre propre destinée. Est-ce que vous êtes organisé en conséquence? Est-ce qu'il y a, par exemple, pour le soulèvement populaire, un comité organisateur qui pourrait piloter un soulèvement populaire? Parce que ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, mais tout comme ça ne s'organise pas. Vous savez, quelqu'un qui a été opprimé pendant longtemps, quand il se révolte, c'est plus que l'essence à feu. Laisse ces gens-là continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Laisse-les. Ils vont voir. Si vous n'avez pas vu les combats du Pharaon, vous en aurez les combats de Moïse. Merci. Je vous en prie. Merci.